Eh bien moi j'avais la tâche de vous présenter successivement le Lean Software Development puis le Kanban en 2 fois 20 minutes. Je vais essayer de faire ça en 2 fois un quart d'heure. Sachant qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été dites par Jérôme notamment en début de séance. Donc le Lean Software Development, il a été conceptualisé en 2003 par Tom et Marie Popendick qui a exposé un petit peu ces 7 points sur lesquels je ne reviendrai pas, sur tous parce qu'ils ont été effectivement pas mal vus ce matin. Au-delà de ces points, moi je préfère revenir à l'idée fondamentale qui est un peu le fil sur lequel on va tirer pour voir quelles sont toutes les valeurs, toutes les pratiques agiles. Sachant qu'aux sources du Lean, le terme Lean est né au MIT en 87 sous la plume de chercheurs du MIT qui se sont demandé comment Toyota, petit constructeur japonais, était devenu en quelques années l'un des premiers constructeurs mondiaux d'automobiles. Effectivement, le Lean est né dans l'industrie à l'origine chez Toyota et il est né de contraintes parce que lorsque M. Toyoda s'est décidé de passer de la fabrication de métiers à tisser à la fabrication d'automobiles, il est allé rendre visite à Ford aux États-Unis et pour ne rien vous cacher, il aurait bien aimé faire la même chose parce qu'il a effectivement trouvé beaucoup d'efficacité dans les usines Ford. Mais il s'est rapidement aperçu qu'il n'avait pas les moyens. D'abord un marché à capacité beaucoup plus faible, des approvisionnements incertains, notamment au sortir de la guerre, et des moyens financiers très très limités. Donc, il s'est replongé sur ses propres méthodes. Alors, 2 mots sur la différence entre taylorisme et Lean. Là aussi, Jérôme l'a un peu abordé. Le taylorisme, c'est la rationalisation du travail, la division, avec des milliers de paires de bras qui obéissent à quelques dizaines d'ingénieurs armés de chronomètres pour une des meilleures efficacités de travail. Chez Toyota, on a estimé que ces milliers de paires de bras qui allaient travailler, elles étaient aussi surmontées d'un cerveau. Et qu'on pouvait utiliser efficacement ces cerveaux pour optimiser les processus, améliorer ces processus, et tout cela en chassant les gaspillages. Et effectivement, le Lean a été résumé par une phrase de Taishi Ohno, qui était ingénieur chez Toyota. Tout ce que nous faisons, c'est de surveiller le temps qui s'écoule entre le moment où le client nous passe commande et celui où nous encaissons l'argent. Nous réduisons ce temps en éliminant tout ce qui est gaspillage et n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc en gros, on va améliorer le cash flow en visant la satisfaction du client et en gagnant en productivité, non pas en fouettant les gens pour qu'ils aillent plus vite, mais en éliminant les gaspillages. On représente traditionnellement le Lean Management par un temple à 2 colonnes dont le toit, la cible, c'est la satisfaction client. Alors pourquoi la satisfaction client? Pas forcément parce qu'on est des bisounours, mais parce que c'est la ligne d'horizon que l'on peut viser en étant à peu près assuré qu'à long terme, c'est le succès, la compétitivité et la survie de l'entreprise. Cette satisfaction client va s'appuyer sur une charpente qui est la recherche de temps d'écoulement minimum, le moindre coût et la meilleure qualité. Cette charpente s'appuyant sur 2 piliers qui sont le juste à temps et l'autonomation, le juste à temps ou eijunka en japonais, qui consiste à organiser le travail, organiser les process pour arriver à un flux continu, lissé et tiré. Le deuxième pilier étant l'autonomation, qui est la production de la qualité, ou plus exactement, la non-production de la non-qualité, ce qui est très très légèrement différent, avec en particulier un élément assez fondamental, c'est l'arrêt au premier défaut. Ne pas produire la non-qualité, c'est en logiciel faire ses tests avant, en TDD, pour ne pas traîner de la dette technique. Tout cela s'appuyant, et ça c'est important dans le Lean Management, tout cela s'appuyant sur un socle stable qui est le travail standardisé.
en ligne, tout se standardise, tout s'automatise le plus possible. Et tout cela fonctionnant et étant amélioré de façon continue grâce à l'intelligence collective. Je vous présente aussi très rapidement ici 2 mots de vocabulaire que l'on retrouvera. Le Kanban, c'est l'outil, en réalité sans K majuscule, c'est l'outil privilégié de la construction de flux continus lissés et étirés, et on y reviendra tout à l'heure. Landon, c'est typiquement l'outil d'arrêt au premier défaut. C'est sur toutes les machines, outils chez les constructeurs automobiles ou d'avions, toutes les machines sont surmontées d'un feu tricolore, et quand il y a quelque chose qui se passe mal sur une machine, automatique, un feu rouge s'allume, c'est un Landon. Voilà maintenant ma vision du Lean, telle qu'elle est résumée ici. Il s'agit donc de réduire les temps d'écoulement, comme le disait Taishi Ohno. Et on va réduire les temps d'écoulement en essayant, comme je le disais tout à l'heure, de réduire les gaspillages, et non pas en essayant de faire bosser les gens le week-end ou pendant leur congé. Réduire les gaspillages en éliminant les non-valeurs et en faisant apparaître les problèmes le plus rapidement possible. Ceci dans les processus, dans des flux tirés et lissés, dans les méthodes, dans la conception du produit et dans les équipes, avec un certain nombre d'outils que l'on mettra en œuvre. Alors des outils, il y en a plein. Les outils du juste à temps ou de Ejunka, c'est la VSM, la Value Stream Mapping, qui consiste à voir si on produit de la valeur, le Kanban, l'autonomation avec des outils comme le 5S, et surtout la communication et la collaboration avec le client, les utilisateurs, et communication et collaboration à l'intérieur des équipes. Tout cela s'appuyant encore une fois sur un travail toujours standardisé. Alors on a parlé de gaspillage. En fait, il existe, selon les Japonais tenants de la méthode, 3 types de gaspillage: Muri, Mura et Muda. Muri, excès déraisonnable issu de standards inadaptés. Mura, c'est tout ce qui est gaspillage issu d'irrégularités, et effectivement on en a parlé tout à l'heure aussi un petit peu. Tout cela se traduisant, ces deux, enfin Muri et Mura, se traduisant toujours aussi par finalement des Muda, dont on va voir en fait rapidement les 5 types traditionnels que l'on isole. Tout d'abord, les Muda de déplacement. C'est tout ce qui est passage d'une tâche à l'autre. Chaque fois que vous zappez, vous gaspillez du temps, donc on va essayer de chasser le gaspille en évitant le passage d'une tâche à l'autre. Les mudas de rebut et rejet, c'est bien évidemment chaque fois que l'on va produire un bug ou un défaut. Les mudas de stock, alors ça c'est très très important. Un stock, c'est un travail partiellement fait. Vous développez un module qui ne sera mis en service que 6 mois après. Là, vous avez fait un stock, et c'est complètement déraisonnable de faire du stock en matière de production logicielle aussi. Le muda de surproduction, ce sont toutes les fonctionnalités inutiles. Une fonctionnalité inutile, elle ne servira pas beaucoup à l'utilisateur, mais elle va vous coûter aussi en maintenance, et elle va pouvoir vous introduire, par effet de bord, plein de bugs. Plus vous avez de volume de code, plus vous avez des chances d'y avoir introduit des défauts. Les mudas de transport, c'est chaque fois que vous faites une transmission d'informations ou de code que vous auriez pu éviter, vous faites du gaspillage. Et enfin, mais les mudas d'attente, c'est chaque fois que pour avancer, vous avez un retard d'information ou de décision. Et enfin, les mudas de traitement, c'est chaque fois que vous faites un processus, un document inutile, que vous faites là aussi un gaspillage. Alors quand je dis ne pas produire de documents inutiles, ça ne veut pas dire pas de documentation du tout. Il n'y a rien de pire que d'entendre un développeur qui dit « Ah, moi je ne fais pas de doc, je suis agile ». Bon, optimiser les processus, on a pour cela un outil qui est la Value Stream Mapping, qui va consister à examiner tous les processus qui vous permettent de construire votre produit, et même au-delà, qui vont entourer la construction de votre produit. Et pour chaque processus, on va se demander, ce processus apporte-t-il de la valeur ajoutée? Si oui,
on va l'améliorer. S'il n'en apporte pas, deux cas possibles. Ou bien ce processus est absolument nécessaire parce que, par exemple, il y a une norme. Dans le médical, par exemple, vous devez absolument respecter un certain nombre de normes. Donc le processus n'apporte pas de valeur pour le client, mais il est nécessaire. Donc, on va en passer par là, mais on va essayer de le réduire. C'est-à-dire pas de zèle, on va le faire le strict minimum. Si au contraire, vous avez découvert la chance de découvrir un processus qui n'est pas nécessaire, ben vous allez purement et simplement l'éliminer. Chose très importante sur laquelle on reviendra à propos de Kanban, c'est savoir organiser un flux continu, lissé et tiré. Et effectivement, on dispose pour cela d'un outil très pratique qui s'appelle le Kanban, qui va vous permettre de lisser et tirer des flux, sachant que vous avez plusieurs types de flux possibles à prendre en compte. Les flux de matière, alors typiquement, qui vont traverser des processus, là typiquement, c'est que pour produire un logiciel, vous allez partir d'une idée, faire des spécifications, puis faire du code, puis le livrer. Là, c'est votre matière qui va traverser. Vous rentrez d'un côté de votre système de production une idée, et il va en sortir un produit. Le deuxième flux de travail que l'on peut être amené à examiner, c'est le flux des opérations, c'est-à-dire dans un même processus, vous allez devoir enchaîner très précisément telle opération puis telle opération. Un outil de type Kanban peut vous permettre de l'optimiser. Et ensuite, vous avez un troisième type de flux, ce sont les flux d'information, de synchronisation, souvent de décision, qu'il faut savoir aussi gérer. Je ne vous explique pas succinctement ce qu'est un Kanban ici, on y reviendra. Voilà juste un exemple de ce que l'on trouve dans l'industrie ou dans le développement logiciel. Et là aussi, j'y reviendrai dans le quart d'heure qui suit. Comme je vous le disais, il y a aussi des flux à prendre en compte qui sont les flux de décision. Eh bien, là aussi, il faut savoir tirer les flux. Ça veut dire ne prendre une décision que si elle est nécessaire à l'avancement de votre produit. En d'autres termes, retarder la décision parce qu'une décision peut être bonne à un instant donné et au moment où vous en avez besoin ne plus être optimale. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout décider au dernier moment à l'arrache. Ça veut dire que tout le temps que vous allez libérer en amont, vous l'utilisez pour réfléchir et voir s'il y a d'autres pistes à examiner pour ne prendre la décision irréversible que vraiment lorsque vous en avez besoin. Faire apparaître les problèmes. Première chose, dans la conception et la construction du produit. Alors là, la meilleure façon de faire apparaître les problèmes, c'est d'en discuter avec le client, donc de communiquer et de collaborer avec le client ou, comme l'a dit Claire, le product owner. Et pour éclairer cette communication, faire des livraisons partielles fréquentes, parce que c'est la livraison partielle fréquente qui vous permettra au client de savoir où vous allez et ce qui lui permettra de savoir si vous développez dans la bonne direction, si c'est conforme à ce qu'il souhaitait et conforme à ses besoins. Faire apparaître les problèmes dans les méthodes, c'est construire rapidement la qualité intrinsèque avec des outils classiques dont on a déjà parlé aussi, management visuel, contrôle continu, résolution des problèmes sur le terrain. Effectivement, les solutions des problèmes sont sur le terrain. Elles ne sont jamais ou très rarement dans le bureau du boss. La standardisation et l'organisation et l'amélioration continue. Alors pour construire la qualité intrinsèque, c'est bien évidemment ne pas attendre la qualification en bout de chaîne, détecter les erreurs au cours du développement en développant les tests parallèlement et même avant, si on fait du TDD dont on a déjà parlé. Et ensuite construire et tester en continu et gérer les signaux d'alerte. C'est là que l'on voit apparaître l'andon dont je parlais tout à l'heure. Construire de façon automatique, lancer des tests automatiques et construire en continu, c'est un des objectifs du Lean qui sera possible effectivement avec des outils tels que le Kanban. Faire apparaître les problèmes encore, là, dans les équipes. Il n'y a rien de pire que de s'apercevoir au bout de 3 jours
qu'un développeur est resté coincé sur un problème, tourne autour d'un problème, qu'on aurait pu résoudre s'il y avait eu transparence. Transparence dont on a déjà effectivement beaucoup parlé ce matin. Donc ne pas laisser un développeur face à un problème, c'est l'objectif du stand-up meeting dont on vient de vous parler. Encore une fois, l'objectif n'est pas de résoudre les problèmes, mais de les faire surgir. Et cela, 5-10 minutes, normalement, doivent suffire. Et ça n'est pas de savoir, encore une fois, de fliquer pour savoir ce que l'on a fait hier, etc. Mais vraiment, le seul objectif du stand-up meeting, c'est de faire surgir les problèmes pour ne pas s'apercevoir au bout de quelques mois qu'on en a enterré un. Autre outil que l'on peut mettre en œuvre qui est assez marrant, enfin, qui rejoint un peu le jeu d'ailleurs, c'est le calendrier Nico Nico. Ça consiste pour chacun à partir le soir en collant une gommette verte, jaune ou rouge sur un petit calendrier. Et ensuite, il vous appartient au sein de l'équipe de vous poser des questions si un jour quelqu'un enfin tout le monde est parti en mettant une gommette rouge en fin de journée. C'est aussi un outil intéressant d'amélioration continue. Ensuite, faire apparaître les problèmes, c'est favoriser la connaissance et respecter les personnes. On en a beaucoup parlé, on y reviendra. Favoriser la connaissance, c'est en fait donc organiser la connaissance de chacun, la diffusion de la connaissance, et organiser la documentation au plus efficace. C'est-à-dire que la documentation soit à jour, soit enregistrée à l'endroit dès l'origine, qu'elle soit toujours à l'endroit où les besoins de documentation se font sentir et qu'il n'y ait jamais un seul document obsolète en circulation. Donc organiser le partage des connaissances au sein de l'équipe et organiser donc la mémoire de l'équipe. Même si on dit qu'effectivement une équipe qui change en Scrum c'est quasiment rédhibitoire, ça peut malheureusement vous arriver que quelqu'un parte, etc. Donc c'est organiser aussi la mémoire de l'équipe. Respecter les personnes, là aussi on en a beaucoup parlé. Il faut savoir, enfin il faut que s'il y a ici des dirigeants d'entreprise, que les équipes sont leur meilleur capital pour progresser face aux clients. Donc une bonne équipe, c'est un avantage compétitif, durable et fondamental. L'amélioration continue, effectivement, comme je vous l'ai dit, tout cela doit être amélioré en permanence. Alors, dans les approches classiques, quand un processus marche, on n'y touche pas. Parce que s'il marche, c'est qu'il a été bien pensé, qu'on s'est bien organisé, etc. Donc surtout, on ne touche pas parce qu'on ne sait jamais, on pourrait casser. Et puis, comme on n'a pas l'habitude de faire du changement, quand on a cassé quelque chose, revenir en arrière, c'est compliqué. Dans un processus Lean, lorsque ça marche, on améliore quand même. Et on va en tirer deux bénéfices. On va s'entraîner au changement. C'est-à-dire si vous changez tous les jours, si tous les jours vous apportez une amélioration, ou tous les jours, toutes les semaines, mais au maximum tous les mois, jamais au-delà, vous allez vous entraîner au changement. Vous allez donc faire mieux, en principe. Donc vous allez gagner en productivité, en qualité, etc. Et puis si par malheur, à un moment, vous faites moins bien, eh bien ça n'est pas très grave, c'est que vous avez peut-être cassé un peu, mais comme vous avez l'habitude de changer, eh bien il est très très facile de revenir en arrière et de refaire un nouveau changement dans la bonne direction. Donc, ça marche, on améliore quand même. Et on utilise pour cela des outils classiques, tels la route Deming, PDCA, sans oublier la standardisation. C'est par la standardisation que l'on s'améliore sur la pente du progrès. Cette amélioration continue, se faisant au travers de deux outils, enfin deux types de réunions différents. Les réunions de type Ansei, qui sont des sessions de réflexion systématique. Ça, c'est typiquement la revue, enfin la rétrospective de fin de sprint Scrum. On se réunit entre membres de l'équipe et on regarde
ce que l'on a fait de bien, ce que l'on a fait de mal, et on se fixe quelques objectifs d'amélioration. Jamais 2 ou 3, enfin, ou jamais 3 ou 4, on va dire 1 ou 2, et puis pour le sprint suivant, on va essayer de s'améliorer. Donc là, on ne parle pas forcément de sprint en ligne, mais les réunions de type Ansei, c'est effectivement un point systématique et régulier. Vous avez aussi des chantiers un peu différents, qui sont les chantiers Kaizen, qui consistent à se réunir pendant quelques heures, quelques jours, pour essayer de faire la peau à un problème. Donc on va voir on va d'abord réfléchir à quels sont les problèmes qui sont les plus récurrents, ceux qui posent le plus de difficultés, et parmi ceux-là, on va essayer de chercher ceux qui apporteraient le plus de bénéfices à l'entreprise ou au client, et on va y commencer à faire la peau à ce problème-là au sein d'un chantier de ce type-là. Donc la démarche Lean, ça n'est pas donc une méthode, ça n'est pas la mise, comme peut l'être Scrum, etc., la mise en œuvre d'un cérémonial. C'est une démarche qui permet de repérer et éliminer les gaspillages, faire apparaître les problèmes, standardiser et automatiser, ça c'est très très important, j'aurais dû le mettre en rouge ou en gras, et adopter les pratiques communes à toutes les méthodes agiles, qui sont la gestion du code source et la construction par script. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du bon boulot, bien évidemment, si on ne fait pas cela. Automatiser tous les tests, faire de l'intégration continue, s'arranger pour faire le moins de code possible, donc pas de code inutile, et en tout cas on commence par celui qui apporte le plus de valeur ajoutée au client, faire des livraisons fréquentes, et s'attacher l'implication du client. En conclusion, donc, comme je le disais, le Lean n'est pas une méthode, mais une école dont il ne faut pas perdre de vue les points essentiels. En fait, c'est, comme je disais, on tire un fil, et avec des idées simples qui sont je réduis les temps, j'évite les gaspillages, essayer d'intégrer des méthodes, d'autres méthodes ou d'autres outils, en essayant de les adapter à son propre environnement. C'est avec des idées simples du style « est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est utile pour mon client ?» que je vais pouvoir adapter telle ou telle autre méthode, tel ou tel cérémonial, que ce soit XP, Scrum ou autre. Voilà, je passe moi aussi par un petit instant non pas de recueil, mais de remerciement aux sponsors.